Multi-21, is it? Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Multi-21. Je suis avec Clyde Luigi Belmont. Ravi d'être là. Alors aujourd'hui on analyse ces 24 heures du Mans, ces 88e 24 heures du Mans, l'édition 2020. Déjà on tient à dire qu'on a failli faire un sans faute avec l'équipe de Multi-21 puisqu'on a eu le bon résultat en LMP1 avec la victoire du Toyota Gazoo Racing de la numéro 8, le bon résultat en LMP2 avec la numéro 22 de chez United Autosport, le bon résultat en GTE AM avec la 90 de chez TS Sport. Par contre on s'est lamentablement pas planté en GTE Pro puisqu'on avait prédit une victoire de la 92 de chez Porsche et finalement ça a été une victoire de la 97 de chez Aston, mais ça on y reviendra plus tard. Clyde, j'ai envie de te poser la question brûlante, celle dont on parlait avec Louis dans cette présentation des 24 heures du Mans. Est-ce que cette dernière DLMP1 n'est pas à l'image de la catégorie un peu décevante? Oui, tout à fait. C'est une catégorie qui a du mal à être stable. On est né de grands constructeurs, il est né avec 3 constructeurs, Audi, Porsche, Toyota. Mais finalement, ça finit un peu comme ça a commencé. On se souvient, ça avait commencé avec Peugeot qui s'était retiré en catastrophe quelques mois avant le début du championnat. Toyota qui avait qu'une voiture. Là, on a Toyota face au privé. Alors, ça faisait beaucoup plaisir à Henri Pescarolo que les privés puissent se battre avec Toyota, mais au prix d'une équivalence de performance, quand même, faut le rappeler. Et finalement, c'est la Ginetta, on l'a pas vue de l'année. La Bicols, on la voit en début de course et puis on la voit plus. La Rebellion qui a quand même essayé de faire une course, mais c'est évidemment Toyota qui a gagné. C'était couru d'avance. Alors sachant que pour la dernière réelle course avec le règlement actuel, on n'aura que Toyota, c'est vraiment une queue de poisson. Ça se finit en queue de poisson totale, ce règlement LMP1. Tout à fait, ouais. On en reparlera à l'analyse de la fin du championnat, mais c'est vrai qu'il reste encore une course et 8 heures de Bahreïn, et il n'y aura que Toyota en LMP1. D'ailleurs, pour ajouter à tes propos, et j'abonde dans ton sens, la victoire, on avait dit qu'elle jouerait entre les deux Toyota, la troisième place disponible sur le podium entre les deux Rébellions. À partir du moment où on a eu une Rébellion et une Toyota qui ont toutes les deux eu des incidents, la 3 et la 7, c'était quasiment réglé, donc c'est un peu triste que ça joue comme ça. Et si on rajoute en plus les déboires de la Bicoles, ça fait que 2 voitures qui rejoignent l'arrivée sans trop de pépins. Et c'est un peu dommage d'ensemble. Mais on aura quand même vu un peu de spectacle entre les deux Rébellions. Et ça me permet de te poser une question. C'est très rare quand même de voir en endurance une écurie arriver avec 2 voitures. Ça arrive souvent à LMP1 et GTE Pro, moins dans d'autres catégories, même si on sait que AF Corse, Proton Racing ou nos amis de chez Team Project One aiment bien apporter plusieurs voitures. Est-ce qu'on peut réellement se battre entre coéquipiers en endurance ? C'est compliqué parce que l'endurance, plus que la Formule 1, c'est vraiment un sport d'équipe. Je veux dire, on partage sa voiture avec 2 autres pilotes, on partage les réglages. Ça demande vraiment une façon de piloter qui est différente, une façon de piloter qui est... on pense au relais des autres autant qu'à son propre relais. Et avoir cette autre voiture, c'est la voiture sœur. Je pense que c'était clair, ce que Rebellion demandait, c'est on ne s'attaque pas, on a une course d'équipe à faire avec les 2 voitures, on ne s'attaque pas en soi. Alors après, c'est aussi une grande course, une des plus grandes courses automobiles, ça fait partie de la triple couronne. Je pense qu'un pilote pense pas forcément à soi, mais au moins à son équipage. Elle se dit, si je peux gratter une place, si je suis plus rapide que la voiture sœur, pourquoi je peux pas y aller, quoi. Et donc c'est vraiment difficile, plus qu'en Formule 1. Je dirais en Formule 1, il faut laisser les équipiers se battre entre eux autant que possible. Autant en endurance, c'est compréhensible qu'une équipe se dise, on a une stratégie avec une voiture, une stratégie avec une autre voiture. En général, c'est pas... Et on disait en début de course, la Toyota numéro 7 qui devait foncer. La Toyota numéro 8 qui, Sébastien Buemi avait dit on allait prendre notre temps. Donc on n'a pas la même stratégie, on ne se bat pas avec l'autre voiture. Et là, la Rebellion s'est retrouvée dans ce schéma-là. Donc c'était très beau à voir, je pense que le public a adoré. Mais pour Rebellion, je pense que c'était une faute. Je ne sais pas comment ils ont géré le briefing de fin de course, mais je pense que c'était Menezes qui était au volant à ce moment-là. A dû entendre son pégament, comme on dit chez moi.
Oui, effectivement, ouais, c'est vrai que dans le garage, on voyait quelques personnes un peu stressées, notamment les mécaniciens. C'est assez normal, hein. Sur une course de 23 heures, on n'a pas trop envie de voir cette course détruite par des luttes intestines entre les deux voitures. Exactement. Par contre, on a vu des sacrées luttes en LMP2. Je vais te laisser nous en parler puisque la victoire de United Autosport qui était prévisible et qui a été assez dominant, mais finalement une grosse bataille derrière, hein. Panis Racing qui fait une course solide, la remontée de la Signatech, des deux IDEC Sport. C'était une course très très intéressante encore une fois en LMP2. Oui, une course très très intense. Alors, United Autosport a vraiment dominé son sujet, mais la victoire n'était pas si facile que ça. Mais jusqu'à la fin, on a eu ce coup de bluff de Yota Sport qui aurait pu l'emporter, je pense. Et puis on a la G-Drive qui était quand même très performante, mais qui a eu hélas beaucoup de problèmes techniques qui l'ont empêché de concrétiser cette performance. Donc bravo à United Autosport, c'est quasiment McLaren, hein, c'est l'écurie dont l'un des fondateurs est Zak Brown, le PDG de McLaren. Ce serait rigolo qu'il renomme l'écurie McLaren ou un autre, hein. Mais ce qui était vraiment bien en LMP2, c'était ces batailles vraiment de tous les côtés, cette remontée aussi. C'est quand même rare de voir la Signatech Alpine qui était dans la rue, enfin à la rue en début de course, elle arrive quand même quatrième de sa catégorie. C'est vraiment impressionnant, un très très bon travail de Laurent Negrao et Ragues. Ce que j'allais dire, Thomas Laurent, très très solide, qui confirme course après course qu'il est vraiment une des futures stars de l'endurance. C'est ça. Et puis les deux IDEC, alors très très jolie couleur, très très repérable. Et je les ai vus en début de course. Alors j'ai pas beaucoup suivi l'endurance cette année, donc je voyais ces deux voitures là qui partaient des stands avec un tour de retard. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu un problème technique, je sais pas. Et puis quelques tours plus tard, je les voyais mais remonter, incroyable. Vraiment, c'est vraiment dommage qu'ils aient eu ce problème avant le début de la course, parce que s'ils avaient pu être aux avant-postes dès le départ, ils auraient fait mal, je pense. Mais en tout cas, les déboires de la G-Drive, ça a récompensé quand même un sacré travail, celui d'Olivier Panis, qui s'est lancé d'abord avec Fabien Barthez, si je me souviens bien, en endurance, et qui finalement a fait progresser son équipe, est en LMP2 maintenant, et le Panis Racing est sur la 3e marche du podium. Ça, c'est un gros achèvement de la part de l'ex-dernier vainqueur en Formule 1. Ouais, c'est vrai, on a eu une super course du Panis. Et d'ailleurs, je voudrais revenir sur la course des IDEC, mais chez IDEC, on a eu la bonne idée de prendre des pilotes comme Richard Bradley ou Patrick Pilette, qui ont énormément d'expérience en endurance. Patrick Pilette, pilote officiel Porsche, hein, dans d'autres catégories, et Richard Bradley, l'un des pilotes les plus emblématiques de KCMG sur la dernière décennie. Quand tu prends des pilotes comme ça, tu sais à quoi tu t'attends, et c'est des mecs qui ont encore une fois prouvé qu'ils avaient l'expérience pour remonter dans un peloton tout au long d'une course de 24 heures. C'est très long, 24 heures, hein, et ils ont su parfaitement le faire, et chapeau, hein, parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit, hein, partir des stands, un tour de retard, réussir à remonter et finalement terminer à seulement quelques tours, à seulement 4 tours de la voiture de tête, ça te permet de te dire que tu as fait quand même une course très très performante. Alors certes, avec des relais décalés en début de course, mais tout de même il fallait le faire, et c'est tout à leur honneur, effectivement. Tout à fait. On peut aussi mentionner la performance du Richard Mille Racing Team, qui était un équipage entièrement féminin. Puis c'est plutôt bien débrouillé tout au long de la course, hein. Ils arrivent 6, 8, 9e, non, attendez. 9e de la catégorie. On les a pas trop vus, mais une course solide, hein, de cet équipage. Surtout un équipage qui est assez intéressant, puisque c'est des jeunes femmes qui viennent de la monoplace et qui n'ont pas encore totalement l'habitude de l'endurance. Donc c'est ça. C'est comme tous ces pilotes masculins ou féminins qui arrivent en endurance. Il y a toujours ces quelques petites courses d'adaptation, mais c'est de façon générale assez encourageant, et c'était un beau symbole de voir cette voiture-là. D'ailleurs, qui n'était pas la seule voiture 100% féminine, puisque la Iron Lynx numéro 85 a aussi rallié l'arrivée avec Michel Gatting, Manuela Grossner et Raël Frey. Mais là, c'est des noms un peu plus habitués à l'endurance et un peu plus habitués au GT. D'ailleurs, en parlant de GT, on en arrive à notre dernier sujet. Avec lui, on avait prédit une bataille à 3 avec Aston Martin et Ferrari et Porsche qui sortirait vainqueur de ça. Et bien, Aston Martin et Ferrari se sont bien battus, mais sans Porsche. Porsche a complètement périclité sur cette course.
Porsche n'a pas existé, Porsche n'accroche pas de podium en GTE Pro, accroche une deuxième place en GTE AM, mais grâce à un team d'MC Proton Racing qui est un team de superstars déjà. Comment est-ce qu'on explique cette absence de Porsche au plus haut niveau sur ces 24 heures du Mans? Je pense que ça s'explique pas, ils se sont complètement loupés, c'est tout. Ils étaient pas au niveau, hein. Dès les qualifications, on l'a vu, ils étaient complètement à la ramasse. Honnêtement, j'ai du mal à savoir ce qui s'est passé réellement. Porsche, c'est toujours un team qui a été compétitif. L'endurance, c'est un peu leur truc, surtout en GT. J'ai vraiment du mal à comprendre ce qui s'est passé, justement. Là, j'ai pas d'explication. Dès le départ, dès les qualifications, ils étaient derrière. Pendant la course, on les a pas vus. Et quand on les a vus, c'était vraiment lent. Là, je sais pas. Et puis surtout que la première des Porsche officielles est derrière 3 Porsche alloués à des teams privés. Donc ouais. Les Porsche alloués à des teams privés, on rappelle que c'est les versions de l'année dernière qui avaient couru aux 24 heures du Mans pour Porsche l'an dernier. Donc la première des nouvelles Porsche en fait termine derrière 3 de ces voitures plus anciennes. C'est là aussi où ça crée un léger embarras pour Porsche, hein. C'est que qu'est-ce qu'on va faire de ces voitures qui vont arriver en catégorie GTE AM l'an prochain? Est-ce qu'on va fournir ça à des écuries clientes, sachant que la performance n'est pour l'instant pas là sur ce circuit très très rapide? On l'a vu sur les circuits plus lents pendant la saison. Porsche est très performant, ça, il n'y a pas de souci. Donc pour une saison de WEC, ça suffira. Par contre, pour les 24 heures qui sont quand même l'objectif de la saison pour certains teams comme Project One ou DMC Proton, ça commence à être plus compliqué. Donc là, il faudra voir. Mais tu l'as dit, hein, inexplicable, pas de performance, des voitures très lentes, malgré des teams très bien remplis, hein, des excellents pilotes, de line-up très très solides. Et finalement, une voiture numéro 92 que nous on prédisait comme étant vainqueur avec lui, hein, et qui termine à la 6e place de sa catégorie, ça fait mal. Complètement. Eh bien écoute, je pense qu'on peut conclure là-dessus, sur la victoire de Toyota, sur la débâcle de Porsche, sur la bataille en P2. 2 choses sur 3 étaient prévisibles, la 3e on ne l'avait pas trop vu venir, hein, la débâcle de Porsche. Je te remercie Clyde d'avoir été avec moi pour cette review des 24 heures du Mans. Merci à toi. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager votre opinion sur ces 24 heures. Comment est-ce que vous avez suivi? Est-ce que vous avez suivi ces 24 heures à travers la chaîne Équipe, à travers le stream officiel des 24 heures ou à travers France Télévisions? Est-ce que vous avez suivi les joutes verbales de Henri Pescarolo qui s'extasiait pour les privés et en profitait un peu pour cracher sur la F1? Parce que ça fait jamais de mal, hein, quand on est en endurance. C'est toujours se référer à la F1. Bref, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette course, ce que vous attendez pour la dernière course de la saison, de la dernière course d'LMP1 avec seulement 2 voitures. Et puis, on se retrouve à la fin de la saison du WEC pour faire le bilan. Clyde, à la prochaine. Salut! À la prochaine!